un des premiers travaux que l'association a prévu, qui n'existait pas encore, à réaliser, c'est l'étude de tous les mémoires, des étudiants du master, du DESS et du master de conservation préventive, en essayant de déterminer les sujets des mémoires, les mots-clés, les points importants traités dans les documents. Donc ce travail a été réalisé par une partie des membres qui ont fondé ensuite l'association Imprévu. Et donc tous les grands modules de ces journées consacrées à la conservation préventive sont introduits par des membres de l'association sur un point donné. Pour le bâtiment, nous avons choisi cette maxime d'un maître maçon de la Creuse du 19e. Quand le bâtiment va, tout va. C'est une maxime qui s'applique à la fois à la conservation préventive des biens culturels, mais également à la marche des sociétés en général, de leurs économies. L'inverse est tout aussi vrai. Quand le bâtiment ne va pas, rien ne va dans tous les domaines également. Très peu d'étudiants se sont intéressés de manière explicite au bâtiment en tant que tel et aux contraintes liées à sa construction, sa réhabilitation dans les mémoires rédigées au cours du master ou des DESS. C'est sans doute le signe de la complexité du sujet et de la position très particulière du consultant en conservation préventive dans le projet architectural. Il est associé depuis quelques années aux agences d'architecture, mais dans une position un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est... il n'est ni spécialiste des techniques de construction, pas plus spécialiste de la gestion des fluides, pas vraiment spécialiste non plus d'isolation, de normes régissant l'organisation matérielle du bâtiment. Par contre, il interroge beaucoup, il s'interroge d'abord lui-même, il interroge beaucoup ses interlocuteurs sur la conservation préventive des biens culturels, la conservation des biens culturels à l'intérieur des bâtiments. Quel choix faire en matière de climat, quel choix possible en matière de traitement de l'air, quelles possibilités sur la circulation des biens et des personnes à l'intérieur des bâtiments. Force est de constater quand même dans les réponses données dans les domaines, dans l'architecture, que les réponses proposées par les architectes, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage sont rarement à la hauteur des enjeux environnementaux actuels. Même si dans les articles les plus récents, l'accent est mis sur la nécessaire prise en compte de la gestion écologique des bâtiments, très peu de réalisations récentes destinées à conserver les biens culturels en France peuvent prétendre au label de bioclimatique. Alors on va me dire, oui, d'accord, mais la conservation des biens culturels, ça nécessite le respect de normes très très sévères qui ont été adoptées par tous dans tous les pays du monde. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est suffisant pour définir la meilleure conservation possible des biens culturels dans un lieu donné? Et est-ce suffisant pour que ces biens soient protégés par une enveloppe la plus pérenne possible, dans les conditions environnementales et matérielles qui vont évoluer dans le temps, et surtout à long terme? Pour que le bâtiment aille bien et que tout aille bien pour ses usagers et les biens conservés, il va sans doute falloir dans les années à venir changer de paradigme. Force est de constater qu'il y a des réalisations extrêmement innovantes, en particulier dans le logement en France, et des réalisations tout aussi innovantes en matière de bâtiments abritant des biens culturels ailleurs dans le monde, en Europe, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, au Canada. Je pense que c'est des réalisations également décroissantes en termes d'économie d'énergie, et que ces modèles pourraient servir de réponse particulière aux alternatives de grandes machineries qui sont très rassurantes, mais très énergivores. En tout cas, au moins des pistes de recherche. Et je voulais également, à la fin de ce petit exposé, vous présenter un document que m'a présenté également Typhon Nguyen, qui est là, un document du SIAF, donc le Service interministériel des archives de France, qui va être téléchargeable sur le site des archives de France, donc sur Internet, et qui est un document sur la conception et la gestion des équipements pour le traitement de l'air dans les bâtiments d'archives, gratuitement téléchargeable.
Et donc, je continue. Je vous présente Typhon Nguyen qui va modérer toute l'après-midi sur le bâtiment, qui a été responsable du laboratoire scientifique et technique de la Bibliothèque nationale de France, puis chef de service de l'inventaire et de la conservation à la direction du patrimoine cinématographique du Centre national du cinéma. Elle a ensuite rejoint l'équipe de service interministériel des Archives de France l'année dernière, en tant que chargée de mission sur les questions de conservation préventive et curative. C'est une militante de la première heure pour un dialogue éclairé entre les techniciens en charge du bâtiment et des bibliothécaires, archivistes et autres responsables des collections patrimoniales. Elle intervient notamment au sein du Master de conservation préventive de Paris 1 sur les bâtiments et la gestion du climat afin de sensibiliser les professionnels de la conservation aux difficultés parfois insolubles auxquelles les techniciens du bâtiment doivent faire face pour répondre à leurs exigences. Je passe la parole à Typhon. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je suis très honorée de présider la session de cet après-midi et je remercie l'équipe d'Après-Vue qui me donne l'occasion de présenter donc, les deux intervenants de cet après-midi, donc Bruno Bonandrini et Tim Padfield, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Mais avant de leur laisser la parole, je voulais dire un tout petit mot sur le nouveau paradigme dont tu parlais. Donc on va aborder une séance qui est dédiée au climat et au bâtiment, avec en toile de fond effectivement les questions prégnantes d'économie d'énergie et de développement durable. Et je crois effectivement et j'espère que beaucoup de professionnels de la conservation s'accordent aujourd'hui sur le fait que le 18 degrés 50% d'humidité relative stricte et universelle n'est plus de mise, mais que lorsqu'on envisage la question de la gestion du climat dans les bâtiments patrimoniaux, il faut, lorsqu'on souhaite mettre en place des données chiffrées, des fourchettes de température et d'humidité relative, il faut d'abord préalablement faire une étude complète qui tienne compte aussi bien de l'environnement global des collections, donc nature du bâtiment, climat extérieur, mais aussi, et je dirais presque surtout, des moyens financiers et humains dont on dispose pour pouvoir assurer ces fourchettes, le maintien de ces fourchettes de température et d'humidité relative à court, moyen et long terme. Voilà, donc ça me paraît primordial. Et la condition sine qua non de cette plus large tolérance, donc des fourchettes, c'est le maintien de conditions stables, et on peut difficilement maintenir des conditions stables si on ne travaille pas sur le bâtiment. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est un bâtiment inerte et bien isolé. Donc ça, je pense que tout le monde en a bien conscience, et je crois que Tim Padfield et Bruno vont en parler tous les deux. Voilà, s'ajoute à cela le problème de la gestion de l'humidité relative, qui est vraiment le nœud du problème, je dirais, qui est vraiment une difficulté majeure. Et comme vous le savez, quand la température varie, l'humidité relative varie aussi, donc il faut aussi compter sur le bâtiment pour maintenir une température stable et donc une hygrométrie stable. Donc, c'est le thème de cette session. Quand le bâtiment va, tout va, effectivement. Bon, c'est peut-être un peu optimiste. En tout cas, quand le bâtiment va, c'est déjà bien plus facile. Et j'ajouterais à ça ce dont parlait M. Guichin ce matin. Il faut aussi, en termes de bâtiment, apprendre du passé. Ça, c'est très important. Voilà.